Bonjour et merci de nous rejoindre pour le débat de presse de ce dimanche 1er mai 2016. 4 sujets convoqués au sommaire de ce débat avec les confrères de la presse burkinabé. D'abord, premier sujet, l'annulation des mandats d'arrêt pour vice de forme par la Cour de cassation de Ouagadougou. Deuxième sujet, la première du présimètre qui a donné lieu sur les antennes de la RTB mardi dernier d'un face-à-face entre le président du Faso et les citoyens burkinabés. Et puis, troisième sujet à ce débat des presses, ce matin, la JNP, la Journée nationale du paysan, et la journée qui s'est achevée hier à Tinkodogo, et aussi l'abandon de la culture du coton transgénique par le Burkina Faso. Et enfin, quatrième sujet de discussion ce matin, la fête du travail ce 1er mai et la situation des partenaires sociaux au Burkina. Sont venus pour le débat ce matin Soumaïla Rabo de Savane FM. Bonjour. Bonjour Kindo. Merci d'être là pour le débat. Deuxième invité à ce débat, Mourin Yagmombe de Fasozine. Bonjour. Bonjour Fousseni. Merci d'être là également. Paul Miki Wamba de Waga FM. Bonjour. Oui, bonjour M. Kindo. Et merci d'être là. Et Samuel Somda du site lefaso.net. Bonjour. Bonjour cher ami. Merci à tous d'être là pour ce débat. Merci pour votre amitié. Premier sujet donc convoqué à ce débat. Soumaïla Rabo, on commence avec l'annulation des mandats d'arrêt contre Guillaume Soré et compagnie. Vendredi dernier, le procureur général près la Cour de cassation de Ouagadougou annonçait l'annulation des mandats d'arrêt. Est-ce que la décision vous surprend? La décision, oui, elle m'a quand même surpris. Parce que on avait entendu par le passé le commissaire de gouvernement dire qu'il avait quelques soucis avec les mandats d'arrêt tels qu'ils ont été lancés et que sa préoccupation c'était de faire en sorte que l'instruction soit impeccable et que les problèmes de forme ne viennent pas entacher le fond au moment du procès. Et je crois que sa crainte est légitime si tant est que effectivement il n'a pas vraiment été totalement associé à ces mandats d'arrêt internationaux-là. Ça, je le savais. Mais je ne savais pas que le vice de forme qu'il imaginait était aussi important, ou du moins valait que la Cour de cassation soit saisie et que ces mandats d'arrêt-là soient totalement annulés. Donc, sur ce plan-là, vraiment, j'ai été surpris. Maintenant, là où je savais qu'il y a quelque chose qui se tramait, je savais que les mandats d'arrêt là, particulièrement celui qui visait le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, gênait notre pouvoir. Gênait le président Roch Kaboré, il a dit lui-même que les mandats d'arrêt ont été lancés, ou celui contre Soro a été lancé sans qu'il ne soit informé au préalable. Et vous avez vu un peu le débat qu'il y a eu autour par rapport à la séparation des pouvoirs, tout ça. L'un dans l'autre, je dis, je suis surpris, mais les Burkinabés devaient quand même quelque part savoir que d'un moment à l'autre, cette éventualité-là pouvait arriver, parce qu'il faut le dire, il y a de fortes implications politiques dans cette affaire. Et avec la Côte d'Ivoire, le nouveau pouvoir a tellement de gêne que je crois, même si le président Roch Kaboré a dit à Tinkodogo la fois passée que voilà, ça ne consacre pas l'impunité de quelques personnes. Au passage, il ne cite que Blaise Compaoré. Il n'a pas une seule fois dit Guillaume Soro. Ça veut dire que ce n'est pas ça son problème. Son problème, c'est Blaise Compaoré. Même si le président a dit ça, je crois qu'il doit être content qu'on ait annulé les mandats d'arrêt internationaux, en particulier celui qui a visé Guillaume Soro, et que c'est un ouf de soulagement pour lui. Maintenant, là où je ne suis pas sûr qu'il peut avoir du répit, c'est quand le tribunal militaire annonce qu'il va relancer les mandats d'arrêt bientôt. Oui. Mourin Yagmombe, est-ce qu'on peut dire que l'exécutif a fait pression sur le judiciaire, d'autant plus que le président du Faso, Soumaïla Rabo, avait dit en son temps que la diplomatie jouera son rôle dans le dossier. Est-ce que c'est la diplomatie qui a joué ici? Oh, moi, je ne pense pas qu'il faille revenir sur ce débat de diplomatie ou de politique. Moi, je crois qu'il faut plutôt voir dans l'intérêt du peuple du Burkina Faso aujourd'hui. Est-ce qu'on avait intérêt à ce que ce mandat d'arrêt qui a été mal émis et qui, du reste, pourra être mieux émis,
si on tient compte de la procédure. Donc, moi, je pense qu'entre la Côte d'Ivoire et le Burkina aujourd'hui, les liens sont si forts que les empoisonner par ce mandat d'arrêt, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, d'autant plus que ce mandat d'arrêt, il n'est pas appliqué. Et je ne pense pas qu'on puisse l'appliquer dans son état. Guillaume Soro, il continue de voyager. Alors, un mandat d'arrêt qui ne sert pas, pourquoi le garder en l'état? Pourquoi, effectivement, ne pas les mettre dans les normes requises? Donc, moi, je pense qu'il soit émis dans les normes requises ou qu'il soit émis tel que ça a été annulé par vice de forme Mouret, ça reste en l'état. Le fond est là, le fond est là, le fond est là. Et si la justice burkinabé décide aujourd'hui de poursuivre quelqu'un parce que la personne a participé, la personne a contribué à un push militaire qui doit déstabiliser, qui devrait déstabiliser à terme ces institutions républicaines, je pense que c'est tout à l'honneur de la justice burkinabé. Et donc aujourd'hui, si le président, qu'il y ait eu pression ou pas, et je pense que c'est normal même qu'il y ait pression, parce qu'après tout, Christian Kabouri, il est le président de ce pays. On lui renvoie, ou bien il y a des difficultés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina aujourd'hui. Il faut être réaliste, qu'on lui renvoie ne serait-ce que la moitié des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. On les a sur le dos ici. Ce que nous-mêmes nous vivons déjà, il faut en tenir compte. Et si nos compatriotes reviennent ici, je pense que ce sera l'enfer sur terre. Oui, Paul Miki Romba, le commissaire du gouvernement, comme l'a dit Rabo, s'est empressé de dire que cette annulation n'exclut pas de nouveaux mandats d'arrêt contre ces mêmes personnes. Mais on aura compris ici, on dirait, comme il y a un problème de communication. Oui, c'est au-delà de ça un problème de communication, mais cette situation montre un peu comme une situation de cacophonie au sein de la justice burkinabé. Parce que, vu de l'extérieur, imaginez un peu ce que ça fait une juridiction qui émet un mandat. Ensuite, il y a une cour de cassation qui casse cette décision. Tout se passe à l'intérieur du Burkina. Ça donne l'impression qu'il y a une cacophonie à l'interne. Alors moi, particulièrement, contrairement à Rabo, je ne suis pas très surpris de cette situation pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que, rappelez-vous, les présidents Roch-Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara n'avaient pas fait mystère de leur intention de voir régler ce différend par la voie diplomatique. À partir de ce moment, il fallait s'attendre à ce que les choses se règlent autrement. La deuxième raison, c'est que le commissaire du gouvernement, comme l'a si bien dit Rabo tantôt, avait émis des inquiétudes quant à la forme, en tout cas, du mandat d'arrêt. Donc aujourd'hui, on est convaincu que les mandats d'arrêt émis par la justice militaire étaient mal partis. Donc il faut revenir pour un nouveau départ éventuellement. Donc c'est ce qui a fait que, bon, sur le plan du droit, purement du droit, la Cour de cassation n'avait d'autre choix que de casser cette décision. Et puis on a entendu, comme l'a dit Morin tantôt, la justice militaire qui dit qu'elle va émettre de nouveau les mandats d'arrêt. Donc ça montre un peu qu'il y a eu un faux départ que l'on va tenter de régler. Maintenant, la question que l'on se pose, est-ce que réellement ces mandats d'arrêt vont finalement repartir? Parce que, quoi qu'on dise, on parle de l'indépendance de la justice, c'est vrai, on parle d'état de droit, c'est vrai, c'est le cas au Burkina comme en Côte d'Ivoire, mais est-ce que le politique, est-ce que la diplomatie ne va pas noyer tout cela et que finalement... Oui, quelqu'un a dit que dès lundi, la justice militaire peut... Oui, on attend de voir lundi, c'est déjà demain. On va voir si ça sera le cas. Mais moi, je suis très dubitatif quand on sait que lorsqu'on a écouté effectivement le président du Faso dans sa dernière déclaration de Tenkodogo, comme l'a dit Rabo, il n'a pas fait cas de l'affaire Soro. Il parle plutôt du mandat d'arrêt qui avait été mis contre l'ancien président. Il a parlé de façon générale. De façon générale, mais il a spécifié le cas Compaoré sans spécifier justement. Les concernés voient dans leurs rêves. Oui, mais c'est vrai, mais il faut lire entre les lignes. On sait quand même que le mandat d'arrêt qui avait été mis à l'encontre du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire mettait mal à l'aise le président Compaoré dans les relations entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Nous avons vu les deux présidents ont eu la chance de se rencontrer à 2 ou 3 reprises et c'était pratiquement le même discours. On se rend compte qu'ils étaient sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la gestion diplomatique de ce différend qui est né du mandat d'arrêt, parce qu'on se rend compte également que ce ne sont pas eux en tant que chefs d'État qui émettent les mandats d'arrêt. Donc ils étaient un peu mal à l'aise dans la gestion de cette situation. Donc avec cette nouvelle donne... La diplomatie ici a joué, comme l'a dit Mouret. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le fait d'avoir pensé à d'autres intérêts qui dépassent certainement ce qu'on peut voir? On a 4 millions de Burkinabés. Exactement, c'est ce qu'a dit. Au-delà de la diplomatie, je pense d'ailleurs que c'est ça qui commande cette option diplomatique. Parce que il nous est revenu que les compatriotes au pays de Houphouët-Boigny
ne se sentent pas vraiment à l'aise avec ce mandat d'arrêt. Évidemment, ils ont raison, c'est eux qui sont dans le pays, la Côte d'Ivoire, qui sont concernés, c'est eux qui sont à l'abri, entre guillemets, de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'ils sont les premiers concernés. Évidemment, quand on regarde la situation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, on ne pouvait qu'imaginer un tel scénario de la part des deux chefs d'État. Au-delà de nos compatriotes qui sont là-bas, vous savez très bien qu'on a des intérêts liés. Et quand on se rend compte à un moment donné que la Côte d'Ivoire avait fait preuve de bonne foi en livrant un certain, comment il s'appelle là, Rambo à la justice burkinabé, c'était au tour du Burkina Faso de montrer sa bonne foi avec cette annulation de mandat. Donc pour moi, les deux pays sont en train de jouer la carte de l'apaisement. Et bon, lorsqu'on regarde sur le plan macro, c'est tant mieux pour les deux États. Maintenant, à l'interne, il ne faut pas faire une prime également à l'impunité. Il faut faire en sorte que les personnes impliquées dans le putsch du 16 septembre soient jugées, soient punies. Mais en même temps, il faut aller doucement pour ne pas créer une crise entre ces deux États dont les conséquences vont être certainement fâcheuses, comme l'a dit Morin. Il suffit que la Côte d'Ivoire rapatrie la moitié de nos compatriotes qui sont là-bas. On a déjà suffisamment de problèmes avec ceux qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, on va en parler, la situation des fonctionnaires, des travailleurs, etc. Et on parle de manque d'argent. Il ne faut pas en rajouter, à mon avis. Donc, pour moi, il faut en tout cas aller doucement. Oui, Samuel Somda, est-ce que, comment rassurer dans ce cas qu'il n'y aura pas impunité, que justice sera faite, mais qu'en même temps, les intérêts hautement supérieurs du pays sont pris en compte pour la stabilité des deux pays, la cohésion entre les deux pays? Non, il n'y a qu'à donner les bons exemples sur le terrain, c'est aussi simple que cela. Parce que moi, dans ce cas précis, ça, il faut être dur pour le nier, il y avait un jeu d'intérêt entre l'exécutif et le judiciaire. Le judiciaire qui pensait être dans son bon droit en lançant le mandat d'arrêt, même s'il y a eu quelques failles au passage, mais l'exécutif aussi ne cachait pas sa volonté, son souhait de voir au moins la mesure un peu attendrie. Mais la réalité est là qui nous rattrape aujourd'hui pour dire que, et c'est là où je rejoins un peu quelqu'un qui le disait, ce cafouillage, honnêtement, je ne l'ai pas compris pour des hommes de droit, qui m'excusent franchement, mais quand on essaie de monter un dossier d'une telle ampleur, avec ces failles qui rattrapent forcément, moi ça me pose un problème, d'autant que le coup d'État, s'il faut prendre ce cas-ci, a eu lieu en septembre. Les mandats d'arrêt entrant dans le cadre de ce coup d'État a été lancé contre Guillaume Soro en janvier. On a eu largement le temps de constituer un bon dossier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pour dire un peu qu'il y a eu ce petit cafouillage-là qui n'honore pas la justice burkinabé. Deuxième aspect, pour reprendre un peu le bout que tu as entendu, je ne vois pas comment le Burkina Faso peut, ou du moins l'institution judiciaire, peut nous amener à oublier qu'il y a eu problème. Le mandat d'arrêt forcément doit être relancé, le dossier reconstitué en bonne et due forme, d'autant que nous sommes dans un contexte où les éléments qui ont prévalu à l'émission de ces mandats d'arrêt demeurent. Il faut peut-être le rappeler, Blaise Compaoré, le mandat d'arrêt a été émis à l'encontre de Blaise Compaoré en décembre 2014 plutôt, non, décembre 2015, dans l'affaire de Thomas Sankara, complicité d'assassinat, recel de cadavres et autres. L'assassinat de Thomas Sankara a eu lieu, oui ou non? Ça a eu lieu. Ça a eu lieu au cours d'un coup d'État. Le coup d'État a emporté Thomas Sankara, le coup d'État a profité à des gens. On ne peut pas ne pas revenir sur cette affaire. Et tant qu'il est en Côte d'Ivoire, le mandat d'arrêt, il faut absolument le lancer. Sinon, la crédibilité de la justice est mise à rude épreuve. Deuxième élément, pour revenir un peu au mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, c'est lié un peu à l'affaire du coup d'État. Le coup d'État avec cette affaire d'écoute téléphonique. Les éléments matériels sont encore là. Jusqu'à ce qu'on parle d'authentification pure et dure, tant que la justice aura besoin d'entendre Guillaume Soro, et la justice n'aura pas d'autre choix que de le faire, si elle veut vraiment tirer certaines choses au clair. Tant que la justice voudra entendre Guillaume Soro, il faudra forcément lancer ce mandat d'arrêt à l'encontre de Guillaume Soro une deuxième fois. C'est pourquoi j'ai dit, tant que ces éléments sont encore là, et les situations ne sont pas encore clarifiées, ils n'ont d'autre choix que de lancer ces mandats d'arrêt une seconde fois avec des dossiers beaucoup plus condensés. Mais parlant de clarification, je ne pense pas qu'on soit obligé de lancer un mandat d'arrêt pour écouter quelqu'un. Il y a les commissions rogatoires qui sont en place et ça existe dans les procédures judiciaires. Oui. D'accord. Là, il y a un problème. Oui, étant donné que Morin, la commission rogatoire n'a pas marché dans l'affaire Bala Keïta. Donc je crois qu'il faut pas envisager ça.
quand le procureur Abdoulaye Bari, en son temps, nous avait dit ça en conférence de presse, on était tout joyeux, on espérait, parce qu'on disait qu'on allait trouver une issue à l'affaire Bala Keïta, qui a été assassiné au passage à Ouagadougou ici. Et après, c'est le même procureur Abdoulaye Bari qui a dit que la Côte d'Ivoire a dit qu'elle n'a pas de justice militaire et qu'elle ne traite pas avec les justices militaires et qu'elle ne pouvait pas donner suite à ça. Je crois que j'ai des petits éléments à ajouter. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est pas un cafouillage quand même au niveau de la justice, puisque le tribunal militaire, c'est une juridiction inférieure par rapport à la Cour de cassation. Et c'est pour ça qu'il y a une juridiction supérieure qui est chargée d'analyser et d'interpréter un certain nombre de décisions qui sont prises au niveau des juridictions inférieures. Donc ça peut arriver. Et probablement ça arrive souvent même dans le milieu de la justice, mais pas dans des affaires aussi médiatisées. Et donc pour moi, ce n'est pas un cafouillage. Et quand j'ai écouté le procureur général Armand Ouedraogo, j'ai compris qu'effectivement, il y a eu un problème d'interprétation entre ce qu'eux ils appellent le visa et ce qu'ils appellent la vie. Je me dis que ça peut arriver. Et comme en journaliste, on peut avoir à interpréter différemment un sujet. Et donc ce n'est pas tout à fait la justice du pays qui a son image ternie dans cette affaire. Je crois que non, c'est normal. Maintenant, moi, j'imagine qu'on a demandé aux grands juges là, les hommes politiques ont demandé aux grands juges là, trouvez-nous des failles pour que nous, on règle nos problèmes, parce qu'on a des problèmes avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce que moi, j'imagine. Je n'ai pas des éléments probants pour le dire, mais tout... Samuel, vous permettez que Rabo finisse et ensuite vous réagissez. Tout va un peu dans ce sens-là. Parce que les chefs d'État ont dit, et ils veulent régler diplomatiquement l'affaire. Ce qui coince, c'est la justice. Voilà, donc la justice peut trouver des éléments. Voilà, il n'y a pas d'instruction parfaite. Il n'y a pas d'instruction parfaite. On peut toujours trouver la petite bête là pour le politique. Tout à fait. Justement, ils ont souvent dit l'exemple de droit, et j'aime bien cette formule-là. La forme tient le fond en l'état. Vous n'avez pas respecté la forme, ça annule toute la procédure. Ça, c'est clair. Et là où je parle de cafouillage, c'est quand même assez clair que, enfin, ils l'ont même rappelé, le procureur général, le procureur militaire, il a dit Norbert Kodougou. L'article 130, je crois, du Code de procédure pénale impose, enfin, le mot est peut-être trop fort, mais l'article 130 du Code de procédure pénale exige que le procureur soit consulté, qu'il donne son réquisitoire bien avant pour cette exécution, je sais pas trop. Voilà, bien avant que le mandat d'arrêt soit émis. Il n'a jamais été consulté, ça c'est un cafouillage. Il a été consulté. Il dit qu'il n'a pas été consulté. Non, il se dit que dans les mandats d'arrêt qui ont été émis là, on a seulement demandé son visa, c'est-à-dire qu'ils prennent acte, qu'ils disent qu'il a vu, alors qu'on avait besoin qu'il motive. Bien sûr, bien sûr. En disant s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord par rapport au mandat d'arrêt. Encore là, il y a d'autres interprétations, parce qu'il y a des juristes qui disent que même si le commissaire du gouvernement n'était pas d'accord, le juge aurait pu outrepasser son avis. Donc, quelque part, l'un dans l'autre, le mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré sera relancé. Et le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro sera relancé. Maintenant, finalement, je me demande, voilà, tout ça, ça sert à quoi? Si on doit revenir à la même chose. Maintenant, là où je suis d'accord, franchement, depuis qu'il y a cette affaire de Guillaume Soro, là, on est dans un dilemme. On est dans un dilemme entre préserver les relations et les bonnes relations séculaires entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, et puis gérer un problème judiciaire pour ne pas consacrer l'impunité à des dirigeants de pays voisins qui peuvent tout se permettre dans notre pays. De déstabiliser. Voilà, parce que si on laisse cette affaire-là impunie, parce que Guillaume Soro est haut placé en Côte d'Ivoire, mais demain c'est un autre pays qui va faire la même chose, pas forcément au Burkina, mais dans un autre pays, parce qu'il est couvert. Voilà, donc je crois que quelque part, le mandat d'arrêt là, c'était la meilleure formule qu'on avait. Parce que pour moi, on n'avait pas les moyens matériels, opérationnels pour le concrétiser. Parce que je vois pas comment on va prendre Guillaume Soro et le faire entendre ici. Mais au moins, non, mais il y a autre chose. Il y a un autre, non, il y a un autre impact. Ça n'a pas d'effet. Non, il y a un autre effet. L'effet là, c'est ce qu'il fait sur la carrière politique de Guillaume Soro. Vous voyez que depuis que le mandat d'arrêt est émis, mais il est tombé dans une discrétion. Voilà, il se retrouve pas. Et ils montent même des groupes clandestins pour faire une campagne de soutien à sa cause. Donc je crois que quelque part il est gêné. Et ça c'est la sanction de ce qu'il aurait fait pendant le coup d'État
de septembre au Burkina Faso. Donc, quelque part, le mandat d'arrêt a un effet, même s'il est psychologique. Mais bon, la suite judiciaire, ça, je ne m'attends pas à ce que ça nous donne une suite judiciaire concrète. Oui, deuxième sujet à débat de presse, l'émission Dialogue citoyen dans le cadre du périmètre de la CODEL et de Diaconia, l'ONG, en collaboration avec la RTV. Mouret, est-ce que vous avez regardé l'émission et qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi-même, déjà à l'annonce de cette émission, j'ai été vraiment agréablement surpris. J'ai dit, ben, ça c'est bien que déjà on amène le président du Faso à s'exercer à la reddition des comptes. Et voilà, et donc face à la population, il a pu dire ce qu'il pense. L'émission a été, qui est une première, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'elle n'a pas été bien menée, elle a été assez bien menée. Et après, on a eu le débriefing qui a vraiment montré quelques failles de cette émission sur les interventions du président du Faso notamment. Et donc c'est là que je vais rebondir pour dire que les prochaines émissions, on espère que le président sera beaucoup plus franc parce qu'aujourd'hui il est investi. Il est investi de plein pouvoir. C'est la population qui l'a élu, mais à un bon score. Et donc aujourd'hui il peut dire à la population ce qui doit être fait pour que le Burkina Faso retrouve son économie qui est aujourd'hui en lambeaux et tout, que sur le plan social, on mette des mesures en place pour faire avancer le pays, sur le plan judiciaire et tout. Et c'est ce qui a un peu manqué. J'ai l'impression qu'on n'a pas pu dire la vérité au peuple durant ces 90 minutes, je crois, qu'ont duré cette émission. Oui, Paul Mikiromba, est-ce que c'est aussi votre sentiment que les questions ne sont pas allées au-delà de ce qu'on pouvait espérer? Alors moi, je pense plutôt qu'il y a eu un langage de vérité, hein, quelque part. On a vu le président Roch-Marc Christian Kaboré sur le plateau de cette émission qui était plutôt à l'aise lorsqu'on lui posait un certain nombre de questions. Il a répondu. Je note également qu'il a une parfaite maîtrise des situations qui se présentent au Burkina Faso. Vous avez certainement suivi lorsqu'on parle de la situation dans l'armée nationale. Il sait très bien ce qui s'y passe, jusqu'à la situation des femmes tisseuses de pagne, en passant par la situation à l'université. En tout cas, ça donne l'impression qu'il est au courant de ce qui se passe au moindre recoin du Burkina. Maintenant, toujours pour la forme de cette émission, je crois quand même également qu'à Gaïri, la télévision n'est pas... Oui, justement, il y a eu ces anecdotes. Il sait très bien qu'à Gaïri, il n'y a pas de RTV. C'est là depuis de longues années où on parlait d'école en séco. En tout cas, on a vu un président qui, en tout cas, apparemment, connaît très bien son pays et qui connaît un peu la situation. Même si je ne dis pas qu'il a une maîtrise de la situation, mais au moins il connaît la situation qui se présente dans différents secteurs d'activité. Maintenant, toujours sur la forme de cette émission, je crois, comme l'a dit Morin, c'est un exercice qu'il faut saluer parce que ça permet au président de rendre compte, en tout cas au peuple burkinabé, parce qu'il n'est pas sorti de néant pour être président du Faso. Il a été élu et c'était son devoir, en tout cas, de rendre compte de la situation du pays, de rendre compte de ce qu'il fait régulièrement. Donc, c'est un exercice qu'il convient de saluer. Si cela pouvait se faire chaque 100 jours de son exercice, ça permettra à l'ensemble des Burkinabés de connaître un peu, de suivre un peu. La CODEL et Diaconia nous rassurent que cet exercice sera fait, peut-être pas forcément avec le président, mais avec d'autres membres du gouvernement et ceux qui sont chargés de gérer, de mettre en œuvre le programme du président. En tout cas, dans tous les cas, c'est un exercice qu'il faut tenter de perpétuer parce que de par le passé, on a vu sous l'ancien président Compaoré, c'était difficile d'avoir même une simple interview avec lui. Et puis bon, il ne parlait que lorsque la situation était vraiment tendue, où il sortait faire un discours au-delà de ses discours annuels à la télévision nationale, en tout cas dans les médias. On n'avait pas cette habitude, en tout cas, de voir le président communier avec ces populations. Et puis la particularité de cette émission, Présimètre, c'est qu'au-delà des journalistes qui ont dirigé les débats qui étaient d'ailleurs d'un très bon niveau, il y a eu également la possibilité que les populations puissent intervenir directement, lui poser directement la question. L'objectif, c'était que les citoyens puissent être mis face à leur président. Voilà, cet objectif est atteint. Voilà, même si on reconnaît quand même qu'il y a eu beaucoup de personnes qui auraient voulu poser des questions pertinentes, mais qui n'ont pas pu, eu égard à la durée de l'émission, également au nombre de personnes qui voulaient intervenir. En tout cas, et peut-être aussi le format. Oui, 90 minutes, c'est parce vite qu'on prend les questions dans l'urgence, mais pas forcément, on les prend en fonction de la pertinence. Exactement. Donc, en tout cas, c'est un bel exercice. Moi, à mon avis, il faut tenter de le rééditer autant que possible. Quoi. Oui, Samuel Somda, est-ce qu'avec cette émission, on peut dire que la CODEL
Diakonia ou la RTB, tous ceux qui ont été à l'origine de cette émission ont eu le mérite de libérer la parole pour le citoyen burkinabé. Est-ce que vous avez senti personnellement que le citoyen en face du président avait la parole libérée? Le président avait bien sûr, le citoyen avait la parole libérée, bien sûr. Sauf que, comme quelqu'un le rappelait tout de suite, malheureusement, tous n'ont pas eu la possibilité de poser directement leurs questions. C'est évident que pour une émission de 90 minutes, on ne peut pas prendre tout le monde, tous les Burkinabés. Mais est-ce que l'échantillon était véritablement représentatif? Est-ce que ça a pris en compte toutes les préoccupations des Burkinabés? Là, je ne suis pas très sûr. Ce n'est qu'une première émission. Voilà, c'est une première. Justement, et c'est pourquoi moi je serais plutôt pour la formule du genre, pas confier la mission à d'autres ministres par après, pour dire voici le bilan que nous pouvons faire des 200 jours, 300 jours, non. Que le président, par intervalle régulier, puisse venir effectivement à la télévision. D'autres pays l'ont fait. Oui, mais en 100 jours également, bon, à la décharge certainement du président, en 100 jours, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Pourtant beaucoup de choses quand même. Et lui-même, il n'y a pas de bilan à défendre. Lui-même, il le reconnaît. Lui-même, il le connaît. Il n'y a pas de bilan à défendre. Non, rien qu'à aller sur la base des enquêtes qui ont été menées, par exemple, 102% des Burkinabés qui trouvent qu'ils naviguent un peu à vue au stade actuel, plus de 45% qui pensent que l'avenir n'est pas aussi radieux que cela avec la gouvernance qu'il vient d'entamer. Tout ça, c'est des éléments de discussion. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de préoccupations quand même des Burkinabés. Et il faut peut-être trouver beaucoup plus d'occasions pour en parler. Pour le faire. Oui, Soumaïla Arabo, on l'a vu, il n'y a pas eu de questions de relance. Le citoyen a juste posé une question et le président a répondu. Et d'aucuns ont pensé que c'est comme si on mettait le président sur un piédestal. Et voilà, le citoyen est en bas, il pose sa question et il se range et on répond. Est-ce que pour vous, il y a eu dialogue réellement? Non, il y a un dialogue. Moi, je crois qu'il ne faut pas aussi qu'on demande trop pour une première émission. Je crois que l'exercice était déjà bien. L'esprit et la conduite était vraiment bien. J'ai entendu des gens qui s'en prenaient aux journalistes, alors qu'ici, le journaliste n'était pas là pour vraiment un face-à-face. Journaliste président du Faso, le journaliste était là pour faciliter le dialogue entre le président et les citoyens. C'est pourquoi il ne fallait pas attendre des journalistes qu'ils posent les questions les plus pointues. Voilà, il appartenait aux citoyens de revenir là-dessus. Les journalistes étaient plutôt chargés peut-être de relancer de temps en temps le président et d'organiser la conduite de l'émission en modérant efficacement. Effectivement, je crois que ça s'est bien passé. Pour une première fois, je crois qu'il n'y avait pas une meilleure façon de mener ça pour que l'exercice soit compris et pour que le président du Faso lui-même il soit en confiance pour revenir une prochaine fois. Maintenant, les prochaines fois, je crois qu'on doit améliorer. Et surtout, je crois que le président, il doit se mettre dans la peau du président du Faso. Parce que là, je crois qu'il est venu pour donner une interview ordinaire. Il n'est pas venu pour parler comme président du Faso. Je prends quelques exemples. J'ai entendu des gens, ça, c'est pas moi qui le dis. Quelqu'un a dit, on lui a demandé, avec les Corlueros qui ont beaucoup d'armes, de fusils comme ça, sans papier, comment on fait? Et il dit qu'il n'y a pas que les Corlueros qui ont les armes, et les Dozo aussi en ont. Bon, le président du Faso, sa réponse, ça ne doit pas être ça. Ça doit être la loi dit que pour détenir une arme, il faut un papier, un document. Donc, il faut que nous travaillions et il faut que les Corlueros, dès maintenant, travaillent à régulariser leur situation. Quelqu'un d'autre a dit, on a demandé au président du Faso, bon, il y a l'incivisme dans les écoles, qu'est-ce que vous dites de faire? Et ça, c'était sur ce plateau qu'un de vos analystes a relevé ça. Et le président du Faso dit, il faut éduquer les enfants. Oui, ça c'est le rôle des parents et le rôle du président du Faso. Lui, c'est de créer les conditions pour que les gens éduquent bien les enfants. Voilà. Et il peut prendre des mesures. Voilà. Donc je crois la prochaine fois, il faut que le président du Faso vienne avec cette posture-là. Si on me pose une question sur laquelle moi j'ai des décisions à prendre tout de suite ou dans les jours qui viennent, il faut que je déclare ça maintenant. En ce moment, les gens savent, à partir, au sortir de l'émission, sur quel pied danser. Voilà. Mais s'il vient répondre comme ça, comme si c'était Zéphirin Diabré, bon, lui, il n'a pas de responsabilité. Vous avez quelque chose contre Zéphirin Diabré? Non, mais Zéphirin Diabré répondrait comme ça qu'on n'aurait rien à lui reprocher. Mais Rochma Christian Kaboré, lui, il est le garant de notre sécurité et de l'unité nationale. Il gère nos vies. Et donc, il faut qu'il prenne des décisions, il faut qu'il les annonce, il faut qu'il s'affirme. Voilà, donc il ne doit pas répondre comme voilà, un homme politique que nous on a rencontré dans la rue. Oui. Morin, est-ce que pour vous les réponses données par le président du Faso à l'émission étaient convaincantes? Est-ce qu'il a convaincu
le peuple burkinabé. Ça me permet un peu de revenir sur l'intervention de Paul Miki. Non, personne n'a dit que le président n'avait pas la maîtrise des questions qui lui ont été posées. Il avait la parfaite maîtrise. Il ne faut pas oublier que déjà, c'est quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale de ce pays, donc les réalités du peuple, c'est... Et il a géré également le parti au pouvoir. Oui, mais surtout président de l'Assemblée nationale, oui. il maîtrise les préoccupations, les réalités du peuple. Mais il faut que Christian Kaboré sache, moi j'ai beaucoup admiré ses réponses, mais comme le disait Rabo, il n'a pas donné des réponses pointues, il n'a pas donné des réponses sur lesquelles il s'engage à améliorer les choses. Et c'est ce que nous, on attend en fait. Sinon, l'exercice était parfait. Et donc, il doit savoir qu'un pouvoir est toujours accusé, soit d'être populiste, soit d'être lassiste. Et c'est à lui de voir le juste milieu. Et dit, bon voilà, pour ne pas être emporté, parce que c'est le même peuple qui t'adule, qui te porte, qui te laisse tomber, après qui dit, nous on n'en veut plus, à la première bourrasque. Donc c'est à lui de prendre des risques, de dire, bon voilà ce que nous on va faire réellement. Il n'y a pas d'argent dans le pays, mais on va essayer de faire ça. On ne va pas dire, par exemple, oui, les magistrats ont eu une augmentation, donc on a déjà instruit le ministère de la Santé pour qu'on voie pour les... Alors qu'on sait que c'est pas évident. Donc tout de suite, il faut dire aux gens, voilà ce qui se passe. On est sorti de 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré. On a vu que le pays est à genoux. La transition a quelque peu... Et donc pour vous, il aurait fallu marquer une rupture. Oui, bien sûr. Et bien, comme je le dis, c'est un premier exercice. Nous, on s'attend à mieux pour les prochains... Oui, on termine avec vous, Samuel, sur ce sujet. C'est juste une petite observation. Moi, à l'entame de l'émission, j'ai eu comme l'impression que le président Roch-Marc Christian Kaboré venait, en tant que premier responsable du pays, pour répondre un peu de ses devoirs. Et effectivement, il a parlé de devoir au début. Le devoir de rendre compte, le devoir d'informer. Mais l'impression générale que moi j'ai eue jusqu'à la fin de l'émission, c'était qu'il avait cette tendance à dire l'État ne peut pas tout faire. Et je trouve que ce discours, il est un peu dangereux quand même. Quelle est la proposition concrète? L'État ne peut pas tout faire, c'est pas un argument, malheureusement. Troisième sujet à ce débat de presse ce matin, la journée nationale du paysan. Le président du FASO l'a dit hier à la conclusion de ces journées à Tinkodogo. C'est la dernière édition sous cette forme. Soumaïla Rabo, et pour vous, à Kaya, qu'est-ce qui peut se passer comme nouvelle forme de cette journée nationale? Est-ce que cette préoccupation aussi soulevée par les acteurs du domaine sera véritablement prise en compte? Peut-être, étant donné que le président lui-même dit qu'il veut que le format change. Maintenant, il n'y a pas eu un seul dessin qui nous permette d'envisager ce que sera le nouveau format. Et c'est ça qui ne nous aide pas à analyser. Mais sinon, nous-mêmes, nous avons des idées. En tant qu'analyste, on peut dire, nous pensons que ça peut marcher mieux comme ça. Mais déjà, on constate que le budget il est passé de 500 millions à 350 millions. Il y a un effort qui a été fait pour que ce ne soit pas une fois, mais vraiment une rencontre de discussion. C'est déjà une étape, mais il faut aller plus loin. Et c'est bien que ce soit le président lui-même qui annonce qu'à Kaya, en 2017, le format va changer. Et moi, je crois qu'on peut partir d'éléments assez simples pour trouver le bon et le nouveau format. C'est-à-dire, le Burkina a besoin aujourd'hui au niveau de son agriculture d'une spécialisation de ses régions. Il n'y en a que 13. Il suffit de voir quelle est la spécificité agricole et pastorale de chaque région et de spécialiser le soutien du gouvernement à la région là en fonction de ses besoins. Si c'est une zone qui est un agropole comme la région du centre-est, vers Tinkodogo avec le pôle de croissance de Bagré, vous apportez l'appui en conséquence. Si c'est le Sahel, qui est une zone essentiellement pastorale, vous apportez l'appui en conséquence. Et de cette façon-là, votre journée nationale du paysan ou votre journée régionale du paysan va consister à prendre les problèmes spécifiques de ces acteurs-là, de voir comment vous pouvez les résoudre au niveau local, et tout ce qui ne pourra pas être résolu au niveau local sera reversé à la journée nationale du paysan, qui va seulement accueillir les représentants qui viennent présenter ces problèmes qui ne peuvent pas être résolus au niveau local. En ce moment, on a besoin juste de 100, 200 personnes pour régler les problèmes à Ouagadougou autour du chef de l'État, étant donné que le ministre de l'Agriculture aura fait le tour de toutes les régions pour régler les problèmes au niveau
régional avec le gouverneur, les hauts commissaires, etc. Moi, je vois un peu les choses comme ça. Et en ce moment-là, on voit les ponts qu'on peut faire entre les régions. Le Sahel fournit les cascades en bétail, les cascades fournissent le Sahel, je ne sais pas, en canne à sucre, et le centre-sud, voilà, en fruits, des choses comme ça. Voilà, le nord a des pommes de terre, il fournit ça au centre-sud, le centre-sud, je ne sais pas, a des patates, il envoie au centre, voilà, et puis on partage comme ça, et on voit au niveau des infrastructures, des routes, et voilà, le soutien qu'il faut apporter au niveau national. L'autre chose que j'ai dit, c'est au niveau de la banque agricole. Les paysans ont dit qu'ils veulent que ce soit leur initiative qui sera soutenue par le gouvernement. Là, je suis parfaitement d'accord avec eux. Oui, et Paul Mikirwamba, cette JNP, Journée nationale du paysan, qui intervient également dans un contexte d'abandon de la culture du coton transgénique par le Burkina. Est-ce qu'on peut dire que le Burkina s'est laissé avoir? Par rapport au coton, l'abandon, oui, pour moi, ce n'était pas une mauvaise option, hein, parce que lorsqu'on écoute attentivement les différents acteurs de la filière coton, ce n'était pas une mauvaise option. Ça a duré 10 années, il a fallu qu'on se rende compte après que la production de coton OGM là, faisait en sorte que le coton du Burkina n'était plus la qualité que l'on lui connaissait de par le passé, parce qu'on parle de la fibre qui se retrouve être réduite dans sa dimension, ce qui fait que le coton était rejeté au niveau de certains pays acheteurs. Alors aujourd'hui, il était évidemment question de marquer cette halte-là pour voir comment est-ce qu'on peut revenir sur le coton conventionnel. Moi, ce que je note avec satisfaction, c'est que cette décision a été prise par l'ensemble des acteurs de la filière coton. Ce n'est pas une décision du gouvernement, ça, il faut que ça soit clair. C'est l'association interprofessionnelle du coton. Voilà, l'AICB, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina, qui regroupe et les sociétés cotonnières et les organisations de producteurs de coton. Donc c'est pour dire qu'ils ont les mêmes intérêts. Ils se sont rendus compte quand même qu'il fallait revenir au coton conventionnel. La décision était donc collégiale. Et puis bon, c'est 100% de retour au coton conventionnel à partir de la prochaine saison agricole. Et de ce point de vue également, cette histoire de Monsanto, on a vu ces négociations qui n'ont pas abouti, hein, parce qu'il semblerait que Monsanto a promis en tout cas de régler cette histoire de fibre-là. Et avec la technologie, elle était en train de chercher les voies et moyens pour introduire une technologie qui permettrait au Burkina de produire un coton de qualité. Mais en attendant que les résultats tombent, il fallait quand même qu'on aille vers le coton conventionnel, quitte à revenir après. Maintenant, il y a un certain nombre de difficultés que ce retour au coton conventionnel pose, surtout au niveau des producteurs. Et j'ai également été heureux de savoir que les sociétés cotonnières et puis l'Union nationale des producteurs de coton ont décidé d'accompagner, comme ils peuvent en tout cas, les producteurs de coton pour traverser cette épreuve qui va être quelquefois douloureuse, parce que le nombre de traitements se retrouve être augmenté. Il y a des dépenses supplémentaires qui s'ajoutent. Si les acteurs... le coton BT, on s'était habitué à ne pas traiter. Justement, le nombre de traitements était suffisamment réduit. Ça facilitait en tout cas le mode de production, mais avec le retour au coton conventionnel, il faut renouer avec les anciennes pratiques, les traitements, etc. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que bon, c'est bien que les différents acteurs aient décidé de se donner la main. Pour moi, le coton, c'est un domaine très sensible, hein. On dit aujourd'hui que c'est l'or qui est la première source de revenus pour le Burkina, à côté du coton, puisqu'il fut un moment où c'était le coton. Mais moi, je reste toujours convaincu que c'est le coton. Au-delà des statistiques, on sait où va l'argent. On l'appelle toujours l'or blanc, d'ailleurs. L'or blanc, oui. On sait où va l'argent du coton, mais on ne sait pas où va l'argent de l'or, parce qu'on parle très souvent de transparence. L'argent du coton se retrouve entre les poches des producteurs, et c'est vraiment une proportion assez énorme de Burkinabés qui en profitent. Donc, de mon point de vue, il faut faire très attention pour ce qui concerne la production cotonnière au Burkina. Il faut aider également les producteurs à sortir de cette situation que pose le retour au coton conventionnel. Oui, Mourin, on l'a dit, on parle de suspension et non pas d'abandon pour certains, mais on l'a vu, l'AICB demande environ 75 millions d'euros à Monsanto comme dédommagement sur cette affaire, parce qu'elle estime qu'elle a été grugée. Mais est-ce que cette mesure rassure des producteurs qu'on ne va plus revenir sur du déjà vu? Oui, je crois que cet argent de dédommagement que les producteurs ont demandé, ce n'est pas trop pour Monsanto, qui est une grande firme qui a engrangé beaucoup de bénéfices justement sur le dos
souvent sur le dos de ces producteurs et tout. Pour assurer Paul Mickey, si on ne sait pas où va l'argent de l'or, c'est déjà bien parce qu'on dit que l'or est maudit. Donc, ça, c'est déjà. Mais même bien. les régions dans lesquelles souvent les hommes ne touchaient pas à l'or, aujourd'hui, ces tabous sont levés. Ces tabous sont levés. Suivez mon regard, Samuel. L'argent du coton est propre comme le coton. Non, je crois qu'on n'a pas parlé d'abandon définitif pour le moment. On a parlé d'un retour éventuel si effectivement Monsanto trouve la solution pour la longueur des fibres qui faisait la qualité du coton burkinabé qui était très bien vendu. Mais malgré tout ça, je crois que les producteurs, à la journée, ils ont promis de produire près de 700 000 tonnes, soit plus de 20%, je crois, de la production de la saison passée. Et donc, il faut effectivement cet accompagnement pour les aider à retrouver le rythme normal pour que notre coton retrouve son lustre d'antan sur le marché sous-régional et pourquoi pas sur le marché régional. Il faut le reconnaître qu'il était très prisé et ça permettrait peut-être déjà de penser à ces usines qui ont disparu pour permettre la transformation du coton sur le plan burkinabé. Et voilà. Oui, et Samuel, on l'a vu également hier à la rencontre avec le président du Faso, le représentant du ROPA disait qu'il faut reconsidérer même de façon générale le travail de ces producteurs-là, qu'ils soient cotonculteurs ou qu'ils soient producteurs sémenciers ou encore producteurs céréaliers. Mais de façon générale, ils demandent à ce que leur travail soit reconsidéré. Est-ce que ce n'est pas, le problème n'est pas aussi à ce niveau? Non, tout à fait, tout à fait. J'avoue que c'est un monsieur que j'ai suivi avec beaucoup de plaisir hier, monsieur Sissoko du ROPA. Il a mis le doigt sur ce qui fait mal, mais c'est malheureusement cela la vérité. Le coton-culteur au Burkina Faso, ça fait, quoi qu'on dise, hein, plus de 80% de la population, enfin, pas le coton-culteur, l'agriculteur, ça fait quand même plus de 80% de la population. Ouais. Et je ne vois pas cette famille-là qui peut jurer de ne pas avoir dans sa cuisine des céréales venues de la province. Donc, pour moi, il n'y a même pas cette famille au Burkina qui n'a pas un cultivateur. Qui n'a pas un Nous avons tous des parents cultivateurs. Voilà, nous sommes tous venus de là, nous sommes tous venus de là, du monde rural. Donc, il y a lieu effectivement de reconsidérer un peu la place de ce coton-culteur-là. Mais malheureusement, sur le terrain, ce qu'on constate souvent, c'est que, et moi j'aimerais revenir un peu sur le débat global portant polémique sur coton-culteur et agriculteurs céréaliers. Moi, ça me pose souvent un problème de savoir que l'État burkinabé a porté son choix sur la coton-culture. On est prêt à financer, à distribuer des tracteurs à ceux-là qui font du coton, mais à ceux-là qui font des céréales. Mais Samuel, c'est le domaine le mieux organisé chez les agriculteurs. C'est une culture de rente et quand vous avez l'UNPCB, pour les sémenciers ou pour les céréaliers, il n'y en a pas. Et justement, vous voyez là où ça pose problème, c'est que mon village, ma commune à moi, vous ne la connaissez pas, Oronquois, ça fait 13 villages, ma commune à moi. 13 villages avec plusieurs milliers de populations. La cotoculture a apporté beaucoup en termes de numéraire. Conséquence, ce numéraire a été converti en moto, en tout ce que vous savez, en les caisses réutilisables pour certains, si vous voulez. Mais malheureusement, très souvent, dans le grenier, ça pose problème. On a orienté l'agriculteur vers le coton au détriment des céréales. Et vous voulez qu'on mange quoi finalement au finish? Mais on peut vous opposer le même argument avec l'or. Quand les gens sont rentrés dans l'orpaillage, ils ont déserté les champs. Ah oui. Moi, je parle de l'effort que le gouvernement fournit pour accompagner. L'accompagnement de l'agriculteur, à mon avis, c'est un peu déséquilibré en province. C'est un peu déséquilibré, selon qu'on fait du coton ou qu'on fait des céréales. Oui. On termine sur ce sujet avec vous. Bon, la cotonculture. Moi, je crois que la décision, elle est bonne. Maintenant, quelqu'un a demandé, mais toutes les conséquences qu'on avait évité de l'utilisation des insecticides et des pesticides, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on prend comme précaution cette année, étant donné qu'on revient au coton conventionnel, donc avec les mêmes traitements qu'on n'avait pas le passé, avant l'arrivée du coton OGM, comment on fait pour gérer ces conséquences-là? Je crois qu'il faut y réfléchir aussi et faire en sorte que les cotonculteurs qui deviennent malades parce qu'ils pulvérisent à n'en pas finir le champ, prennent plus de précautions. Le temps de voir avec Monsanto. Moi, je suis presque sûr que si on n'a pas un procès où Monsanto est condamné, les 50 milliards que l'AICB demande là, on ne les aura pas. On ne les aura pas, et donc il faut faire en sorte que ce dossier aussi soit suivi. Maintenant, le problème global que Samuel pose, ça c'est un problème de politique agricole.
Voilà. Il y a des régions où les cotonculteurs, les plus grands cotonculteurs, sont les plus grands producteurs de maïs. Voilà. Parce qu'ils utilisent pratiquement les mêmes moyens qu'ils ont dans la cotonculture, là, dans la culture du maïs. Voilà, que ce soit la main-d'œuvre, que ce soit les moyens financiers qu'ils prévoient pour les intrants, les moyens. C'est vrai que les spécialistes disent que les intrants ne sont pas les mêmes, donc il ne faut pas les reconvertir. Mais, c'est-à-dire, si tu as les moyens pour faire le coton, ça veut dire que tu peux avoir les moyens pour faire les céréales. Et souvent, les deux peuvent bien aller ensemble. Maintenant, je crois que c'est la politique agricole qui doit faciliter ce travail-là des paysans. L'organisation, voilà. Je crois que le ministère de l'Agriculture doit justement mieux encadrer les paysans dans ce sens pour qu'ils ne pensent pas qu'ils vont faire du coton et puis gagner l'argent et puis manger le coton après. Voilà, parce qu'il faut manger les céréales après. Et comment vous allez vous procurer les céréales si tout le monde fait le coton? Voilà. Donc, ça vient à raison. Rabo a d'autant plus raison. Oui, Rabo a d'autant plus raison que je sais qu'on avait effectué des tournées avec la Sofitex en son temps et il disait même que les intrants, les engrais qui étaient donnés pour le coton, les gens utilisaient ça pour faire les semences. C'est ça. Oui, mais non. Sur le plan de ça leur permettait de faire d'autres cultures comme le maïs et tout. Et je crois que la solution qui avait été trouvée d'ailleurs, c'était de faire des cultures alternées souvent. Dans les champs de coton, on trouvait des céréales, et puis après on trouvait les céréales à côté et tout. Donc comme Rabo le dit, je crois qu'il faut mettre un accent pointu sur la politique agricole et puis... oui, vraiment, on est pris par le temps. On va terminer sur ce sujet avec rapidement, vous. c'est pour revenir à cette affaire d'intrants pour dire que quand c'est destiné au coton, c'est absolument interdit d'utiliser pour les céréales. Ça, au moins, c'est clair. C'est ceux-là qui sont intelligents qui contournent un peu cette mesure pour l'investir ailleurs. Mais ils sont nombreux ceux qui Oui, ils sont nombreux, malheureusement. Enfin, ce n'est pas des légalistes, malheureusement. L'autre aspect que moi, j'aimerais souligner, c'est un peu dans le sens des propositions pour l'amélioration des GNP. Je pense que ça pouvait être aussi intéressant si, à la manière du 11 décembre, on organisait des GNP de façon tournante. C'est le cas déjà. Enfin, je veux dire, on en a fait à Banfoa. Ce que je veux préciser, ma précision c'est quoi ici? C'est que autant on procède à des investissements, on construit des routes, on construit des maisons et autres dans les régions visitées. Dès qu'on visite une région, prenons les cascades, qu'on fasse en sorte qu'il y ait 50 tracteurs distribués cette année-là, qu'il y ait des investissements en matière de pour accompagner l'agriculture de cette zone-là. Oui. On termine avec le 4e sujet, la fête du 1er mai, célébrée aujourd'hui même avec les syndicats et les autres partenaires sociaux. Soumaïla Rabo, on le sait, au Burkina, il se profile à l'horizon une fronde sociale. On rappelle que l'ultimatum donné par les syndicats a expiré hier, 30 avril. Et est-ce que le pire est à craindre? Non, je ne crois pas. Vous savez qu'il y a une rencontre très discrète, à ce que je sache, à Koudougou, entre tous les spécialistes qui accompagnent le gouvernement dans le traitement de ces questions sociales-là pour animer le dialogue social et le monde syndical, justement pour faire en sorte qu'on ne passe pas de l'ultimatum vraiment aux mouvements sociaux. Et j'ai entendu le ministre sur votre plateau hier, le ministre de la fonction publique, Pierre-René Sawadogo, qui a dit que pour la loi 081, c'était déjà acquis parce que les prochains conseils des ministres vont entériner les décrets d'application. Et donc pour moi, il n'y a pas de crainte. Là où j'ai une crainte, il ne faut pas que le gouvernement tombe dans ce que le gouvernement de la transition a fait, c'est-à-dire donner tout à tous ceux qui demandent, alors qu'on n'en a pas tous les moyens. Je crois qu'il faut avoir un langage de vérité. Et le langage de vérité, là, moi je crois qu'il est mieux que de tourner en rond parce que si les syndicalistes se rendent compte qu'on veut les mener en bateau, et ils vont tout de suite réagir et on ne sera pas sûr de maîtriser les conséquences. Je crois que le dialogue il doit être franc. S'il y a à reporter des engagements qui ont été pris par le gouvernement de la transition, il faut le dire franchement et dire pourquoi on ne peut pas faire maintenant. Sur la quarantaine de milliards qu'il faut payer comme conséquence de la loi, moi je dis 40 milliards, moi j'ai l'habitude d'arrondir, je ne suis pas dans les virgules, 39 milliards, 40 milliards c'est la même chose. Moi je crois que... en termes de milliards, c'est pas en termes de monnaie. Oui, mais est-ce que j'ai dit que c'est pour quelqu'un? C'est pour le Burkina. Si ça reste là, ça va servir à quelque chose d'autre. Mais pour moi, pour que les gens retiennent le bon chiffre là, c'est 40 milliards et il faut
que les 15 milliards qui ont été budgétisés cette année-là soient effectivement mobilisés et donnés aux travailleurs, comme ça a été prévu, et que le gouvernement s'engage à payer les reliquats là vraiment régulièrement jusqu'à ce qu'on en finisse. Et je crois que si c'est fait de cette façon, on n'aura pas une fronde sociale. Oui, Mourin, est-ce que le président qui avait réagi sur la même question avec les partenaires sociaux avait donné une réponse on ne peut plus apaisante, histoire certainement de désamorcer cette bombe qui se profile à l'horizon. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cette bonne foi du gouvernement sera entendue? Mais on l'espère, d'autant plus que le contexte a foncièrement évolué. On s'est dit qu'aujourd'hui, malheureusement, je dis malheureusement parce que tout le monde a encore ce trop plein d'énergie des 30-31 octobre et on est dans une on est toujours des insurgés. On est dans une république des insurgés, ce qui est mauvais pour nous, parce que ce n'est pas quelque chose qui va forcément amener des investisseurs. Quand quelqu'un sait que dès demain, ça peut basculer, ça peut être encore chaud, et il va pas, s'il a 100 francs à investir, il va peut-être mettre 25 francs. Il y en a qui ne vont rien mettre du tout. Donc je crois que le président a tenu un propos apaisant. Mais il ne faut pas tenir des propos apaisants et démagogiques. Et là, je rejoins Rabo pour dire qu'il faut tenir un langage de vérité. Et chacun sait que nous venons de très loin. Et donc, à un certain moment, il ne faudrait pas tirer sur la corde jusqu'à la casser, mais plutôt trouver un modus vivendi pour qu'on puisse vraiment repasser. Sinon, les attentes sociales, il faut le reconnaître, sont très fortes. Les attentes sociales sont très fortes et les travailleurs ont raison. Aujourd'hui, il y a des familles où faire bouillir la marmite 3 fois par semaine, c'est très difficile, pour ne pas dire que c'est impossible. Donc, c'est à nos dirigeants, effectivement, de sortir de Blaise Compaoré à faire, Zida à faire, de sortir de tout ça et trouver des solutions pour le peuple. C'est pour ça que le peuple les a élus. Et donc, je pense que les travailleurs, ils ont donné l'ultimatum, mais c'est tellement que c'est pour mettre cette pression nécessaire pour que les dirigeants se bougent un peu, pour qu'ils puissent avoir satisfaction. Ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir satisfaction sur tous les plans, mais ils ne demandent que le minimum, et je crois que le gouvernement saura effectivement donner petit à petit ce qu'ils ont. Il ne pourra pas tout leur donner. Mais à votre avis, comment le gouvernement peut faire pour ne pas paniquer, certainement, devant souvent tous ces ultimatums qu'on donne? Parce qu'on a eu l'impression, quand sur la loi 081 portant statut de la fonction publique, on a eu l'impression que le gouvernement a quelque peu paniqué. Alors qu'il aurait fallu être clair, comme l'a dit Rabo, la transition a pris des décisions, mais aujourd'hui, là, nous n'avons pas l'argent pour vous. Le budget qui est là pour 2016, c'est un budget qui nous a été pas forcément imposé, filé, mais voilà, qu'on est venu trouver. On va travailler en 2017, croyez à notre bonne foi. Ouais, mais justement, le gouvernement peut le faire, c'est-à-dire qu'il faut savoir dialoguer. Et là, il faut savoir dialoguer, il faut savoir mettre les syndicats devant leurs responsabilités et leur dire aujourd'hui qu'un pays qui va brûler demain, c'est pas chose. Personne n'échappera aux conséquences. Donc, il faut toujours garder cette vertu du dialogue. Et comme on revient sur les mêmes choses, hein, c'est le langage de vérité. C'est dit, et comme je l'ai dit ici, le pouvoir il est toujours accusé de lacisme. Il ne faut pas chercher à jouer les populistes, mais rester simplement populaire. Et rester populaire, c'est être à l'écoute du peuple. C'est savoir ce que le peuple veut, c'est savoir ce qu'il faut dire au peuple et amener ce peuple à être au courant. Et là, il faut encore saluer l'exercice de Roch-Marc Christian Kabore la dernière fois. Le peuple est au courant de la gestion du pays. Le peuple sait ce que... Il ne va pas savoir à un centime près ce qu'il y a dans les caisses de l'État. Mais voilà ce dont nous disposons. Et voilà ce que nous pouvons faire. Voilà ce que nous ne pouvons pas faire. Personne ne pourra... Oui, Samuel et quand le gouvernement lui-même se surprend à se mélanger les pas en accordant, par exemple, au magistrat Sankou Ferry, moi, ça me pose un petit problème. Ça me pose un petit problème. C'est pourquoi je suis d'accord avec ce que d'aucuns ont dit ici, à savoir qu'il faut avoir un discours de vérité, un langage de vérité. Mais est-ce qu'on est aussi direct, aussi véridique avec tout le monde? J'ai dit non.
Et c'est pourquoi je dis que cette loi 081, c'est vrai que ça a été voté par la transition, mais le gouvernement actuel, s'il a le souci d'apaiser la situation, a intérêt à l'appliquer tout de suite. Et je suis content que le ministre du Travail... Oui, il dit qu'ils ont travaillé toute la semaine, hier sur le plateau du 20h de la télévision nationale. Clément Sawadgo disait qu'ils ont travaillé toute la semaine pour formaliser des décrets d'application de la loi en question et certainement dans les conseils de ministres à venir, on aura des suites. Je suis content qu'il ait tenu ce propos-là. Et là au moins ça rassure. Et c'est ce que j'ai dit ici la dernière fois au cours de la même émission. Quand on veut me faire comprendre que le gouvernement il a été mis devant le fait accompli, j'ai dit non. Roch-Marc Christian Kaboré, quand il faisait campagne, il n'a jamais renié la loi qui a été votée par la transition. Ça veut dire qu'il était d'accord avec tout le passif de la transition. Il était prêt à assumer tout. Donc il est arrivé qu'il assume tout simplement. C'est vrai, il faut avoir un discours de vérité. Le discours de campagne est forcément différent du discours de la réalité. Vous avez vu sur certaines questions. On va faire la politique autrement maintenant. On termine avec vous, Paul Mikirouamba. Justement, par rapport à cette situation, je crois que tout a été presque dit sur la situation. La solution pour moi, en tout cas, c'est la vérité. Ça, c'est suffisamment clair parce que lorsque le gouvernement sort pour dire que ce n'est pas possible, avec des chiffres à l'appui, vous trouverez en face de vous un certain Bassolement Basé qui va également prendre sa calculatrice pour dire que c'est possible. Parce qu'on est dans un pays où les syndicalistes, les leaders syndicaux sont dans le même pays que les dirigeants. Donc, on se connaît tellement qu'il vaut mieux dire la vérité. Je suis sûr que quand les responsables syndicaux savent que ce n'est pas possible, ils ne vont pas lui demander la mer à bord au niveau du gouvernement. Donc, on est également dans un contexte où, quelqu'un l'a dit tantôt sur ce plateau, on a toujours l'esprit de l'insurrection, on est sorti de l'insurrection. Tout le monde, pratiquement, se réfère à l'insurrection. Lorsque vous écoutez même les discours des syndicalistes, ils demandent à l'actuel gouvernement de ne pas trahir l'esprit de l'insurrection parce que tout le monde y a participé. Les syndicats en tête, vous savez qu'ils ont participé activement à l'insurrection populaire, également à la résistance lorsqu'il s'est agi du coup d'État du général Djendjéré. Ils ont décrété une grève illimitée jusqu'à ce que le pouvoir soit rétabli. Donc pour moi, c'est cette récompense juste là qu'ils attendent. Maintenant, la solution en tout cas par rapport à cette situation, c'est vraiment le langage de vérité. Morin l'a dit opportunement. Je crois qu'il fut un moment effectivement où les gens se sont hâtés pour donner suite à certaines revendications qui aujourd'hui se retrouvent sur le dos du gouvernement. Lorsque ce n'est pas possible, on peut le dire que ce n'est pas possible à l'instant T parce que les ressources ne permettent pas. Maintenant, il faut dire toutes les vérités pour convaincre les gens parce que on ne peut pas dire, lorsque je me retrouve avec 1000 francs que je dois partager avec Rabo et je lui dis que non, ce que j'ai là c'est 500 francs. Alors qu'il sait pertinemment que c'est 1000 francs, on va finalement se chamailler inutilement. Que les sacrifices soient partagés. Justement, les retombées voilà, de l'insurrection et également tous les sacrifices qui ont été consentis soient partagés de façon équitable. Donc, mais j'ai bonne foi qu'une solution va être trouvée, qu'on ne va pas en arriver à une grève illimitée, en tout cas des syndicats. L'ultimatum a expiré, vous l'avez dit seulement hier. Nous sommes aujourd'hui 1er mai, certainement que dès la reprise, après ce week-end, le gouvernement va communiquer pour dire aux syndicats qu'il y a effectivement un chronogramme de mise en œuvre des décrets d'application. Je crois que l'optimisme déjà est sorti de cette sortie médiatique du ministre de la fonction publique sur les antennes de la télévision nationale. Il a dévancé l'iguane dans l'eau pour dire que les choses sont réglées. Donc on espère quand même que ça va permettre d'atténuer l'attention des syndicalistes. Bien évidemment, on reconnaît également qu'au-delà de la loi 081, un certain nombre de revendications qui sont sur la table de négociation. Le cahier de doléances est assez lourd, assez volumineux. Donc il y a certaines autres revendications qui concernent la liberté syndicale, la question de la vie chère, etc. Et on pense que progressivement, on va pouvoir régler tout cela. Voilà, ce serait le dernier mot de cette émission. Merci à tous d'être venus pour ce débat. Soumaïla Rabo, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Savane FM. Morin Yagmobe, vous également, vous travaillez pour Fassozine, qui est un site internet, mais aussi un magazine, voilà, destiné à la diaspora. Paul Mikirouamba, vous êtes rédacteur en chef de Ouaga FM. Merci d'être venu. Merci. Et Samuel Sonda, rédacteur en chef de lefaso.net. C'est un portail qu'on peut retrouver sur www.lefaso.net. Voilà, c'est tout pour ce débat. Merci d'être venu. Merci aux téléspectateurs pour l'attention et la fidélité. À la semaine prochaine pour d'autres sujets de débat. Au revoir.